Je m'appelle Elena Moore. J'ai 29 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai cru que j'étais le genre de femme qui gérait les choses calmement. Pas en silence, juste sans drame. Je suis ingénieur logiciel dans une entreprise de technologie de taille moyenne à Chicago. Je construis des systèmes conçus pour évoluer, du code pensé pour supporter la pression sans céder. J'ai toujours aimé cet aspect de mon travail, la logique, la clarté, l'idée que si quelque chose casse, c'est parce qu'une limite a été franchie, pas parce que quelqu'un s'est senti incompris. Pendant 3 ans, j'ai été avec mon petit ami, Daniel. Daniel était charmant de cette manière que l'on décrit comme naturelle, un sourire chaleureux, un rire facile, le genre de type qui se souvenait des anniversaires, commandait pour vous au restaurant quand vous étiez paralysé, et vous serrait par derrière pendant que vous vous brossiez les dents. Les gens l'appréciaient immédiatement. Il donnait l'impression de nouer des liens sans effort. Nous vivions ensemble depuis 1 an et demi. Un appartement partagé, un loyer partagé, des routines partagées, des listes de courses partagées collées sur le frigo avec un aimant rouge en forme de piment. De l'extérieur, nous semblions stables, à l'aise, installés. Mais il y avait toujours une troisième présence dans notre relation. Elle s'appelait Leia, l'ex-petite amie de Daniel. Il ne me l'a jamais cachée. En fait, il parlait d'elle souvent, presque fièrement. Ils étaient sortis ensemble il y a des années, s'étaient séparés d'un commun accord, et avaient réussi à transformer leur relation en ce qu'il appelait une amitié vraiment solide. Il présentait cela comme de la maturité émotionnelle, une preuve de croissance, la démonstration qu'il n'était pas le genre d'homme à couper les ponts. Au début, je l'ai cru. Je me suis dit qu'être menacé par quelqu'un du passé était un signe d'insécurité, que la jalousie était un défaut que l'on surmontait si l'on aimait quelqu'un assez fort. Je ne voulais pas être cette petite amie, celle qui a besoin d'être rassurée, qui compte les textos, qui pose des questions qui tendent l'atmosphère. Alors, j'ai pris sur moi. Les textos quotidiens, les longs appels quand elle était stressée par son travail, les cafés rapides qui tombaient toujours les soirs où nous avions des plans vagues. Elle passe une mauvaise journée, disait Daniel, attrapant déjà sa veste. Elle a vraiment besoin de quelqu'un en ce moment. Je me rattraperai demain. Et je hochais la tête, je souriais, je m'adaptais. Au début, je me disais que c'était temporaire, que les gens s'appuyaient sur d'anciennes relations pendant les transitions, qu'un jour la fréquence diminuerait, que ma patience serait récompensée par la paix. Mais les semaines sont devenues des mois, et le schéma n'a pas changé, il s'est durci. Leia lui envoyait un texto de bonjour presque chaque jour. Elle appelait quand elle était anxieuse. Elle appelait quand elle était seule. Elle appelait quand elle était perdue dans sa vie amoureuse. Et Daniel répondait, toujours. Parfois juste devant moi, sa voix baissant d'un ton alors qu'il entrait dans la chambre, fermant la porte à moitié comme si je n'étais pas censé l'entendre rassurer une autre femme sur le fait qu'elle comptait. Je restais assise sur le canapé, Netflix brillant inutilement sur la télé, me disant de ne pas surinterpréter, me disant que si je disais quelque chose, j'aurais l'air dramatique, paranoïaque, contrôlante. Je ne voulais pas être le problème. Alors, quand mon téléphone a vibré un après-midi il y a 2 ans avec un email des RH, opportunité de promotion internationale, bureau de Londres, j'ai eu l'impression que l'univers m'offrait enfin quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Un rôle de direction, une augmentation de salaire significative, une chance de construire quelque chose à partir de zéro. Je me souviens être rentré chez moi ce soir-là en flottant presque, répétant comment j'allais le dire à Daniel, nous imaginant dans une autre ville, un nouveau départ, une aventure partagée. Je n'ai même pas pu finir ma phrase. Je ne peux pas partir maintenant, a-t-il dit immédiatement. Pas de pause, pas de curiosité. Leia traverse une rupture très difficile. Elle a besoin de moi ici. Les mots ont eu plus de poids que prévu. Je me suis dit que c'était un mauvais timing. Que l'amour signifiait le compromis. Que les opportunités vont et viennent. Mais les relations demandent du travail, alors j'ai refusé. Je n'ai pas dit à mes collègues pourquoi. J'ai juste souri et dit que ce n'était pas le bon moment. À l'intérieur, quelque chose s'est doucement replié sur soi-même. L'année dernière, c'est arrivé de nouveau. Une autre offre pour Londres. Encore meilleure cette fois. J'ai essayé de présenter les choses avec soin. Nous avons parlé de nous, de l'avenir, de la façon dont nous pourrions faire fonctionner les choses. Daniel a écouté, puis a soupiré. Leia gère son anxiété à propos de sa nouvelle relation, a-t-il dit.
Elle compte vraiment sur moi pour garder les pieds sur terre. Quand j'ai demandé doucement s'il remarquait un schéma, il a ri. Tu es ridicule, a-t-il dit. Je ne vais pas couper les ponts avec mes amis juste parce que tu es jalouse. Ce mot est resté avec moi. Jalouse. J'ai rejoué la conversation pendant des semaines, essayant de savoir si j'avais franchi une ligne que je n'avais pas vue. J'ai commencé à censurer mes propres pensées avant qu'elles n'atteignent ma bouche. Le temps que je remarque que Daniel n'avait jamais demandé une seule fois à Leia de calmer le contact constant, j'étais déjà conditionné à croire que mon inconfort était quelque chose que je devais gérer discrètement. Ma sœur l'a remarqué avant que je ne l'admette à voix haute. Tu te plies en quatre pour t'adapter à son ex, a-t-elle dit une fois, en me regardant annuler des plans de dîner pour la 3e fois en un mois. J'ai ri pour en minimiser l'importance, mais quelque chose avait déjà commencé à se fissurer. Je ne savais tout simplement pas encore à quel point ce serait bruyant quand ça casserait enfin. Le pire, ce n'était pas que Daniel restait ami avec son ex. C'était la façon dont il normalisait la situation. Comme si, en la remettant en question, je remettais en question son caractère, sa maturité, sa bonté. Ils présentaient leur proximité comme un badge, comme la preuve qu'ils n'étaient ni mesquins, ni amers, ni le genre d'homme qui s'emporte quand une histoire d'amour se termine. Ils racontaient des anecdotes sur leur relation comme si c'était un chapitre clos, classé et inoffensif. Et je voulais le croire, parce que le croire était plus facile que d'admettre que j'étais lentement repoussé dans les marges de ma propre vie. La première fois que j'ai rencontré Leia en personne, c'était à un dîner d'anniversaire d'un ami, peut-être 6 mois après le début de notre relation. Daniel m'avait prévenu à l'avance d'une manière désinvolte, presque amusée. Leia sera peut-être là, a-t-il dit, comme s'il s'agissait d'une ancienne collègue. Ne rends pas les choses bizarres, d'accord? Cette phrase aurait dû me glacer le sang, mais j'ai ri comme si de rien n'était, car je ne voulais pas paraître menacé. Quand elle est arrivée, elle était élégante d'une manière qui semblait naturelle. Cheveux brillants, eyeliner précis, sourire éclatant. Elle a serré Daniel dans ses bras comme elle l'avait fait 100 fois, puis s'est tournée vers moi avec un regard chaleureux en surface, mais qui me jaugeait en dessous. Elena, a-t-elle dit, étirant mon nom comme si elle testait sa sonorité. J'ai tellement entendu parler de toi. J'ai attendu que Daniel la corrige, qu'il dise, je lui ai dit que tu es incroyable. Je lui ai dit à quel point je suis heureux. Au lieu de ça, il a souri, comme s'il était content que nous soyons toutes les deux là, comme si ma présence et la sienne étaient deux choses qu'il méritait également. Tout au long du dîner, Leia n'a cessé de lancer de petites références, des souvenirs partagés, de vieilles blagues, des endroits où ils avaient l'habitude d'aller. Pas de manière cruelle, mais de manière désinvolte, comme si elle avait encore accès à une version de lui que je n'avais jamais rencontrée. Et Daniel répondait sans hésitation. Il ne m'a pas jeté un regard d'abord. Il n'a pas vérifié comment je le prenais. Il n'a pas ralenti. Il ne s'est pas censuré. Il était simplement en phase avec elle. À un moment donné, elle s'est penchée et a dit, « Tu te souviens de ce petit café près de Michigan Avenue? Celui où tu m'entraînais quand j'étais en colère contre toi. » Daniel a ri, d'un rire doux et familier. Tu me pardonnais toujours après les scones à la cannelle. J'étais assise là, mon verre de vin à la main, souriant comme si je n'assistais pas à quelque chose d'intime juste devant moi. Sur le chemin du retour, j'ai finalement demandé, avec précaution, « Alors, vous vous parlez beaucoup tous les deux ?» Daniel a haussé les épaules. Nous sommes amis, elle. Ce n'est pas compliqué. Pas compliqué. Mais ça a commencé à le devenir dès que son téléphone vibrait. Pendant nos moments à nous, pendant les dîners, pendant les films, pendant les matins où j'étais encore à moitié endormi et qu'il était déjà en train de répondre à des textos avec son pouce, d'un mouvement rapide et expert, j'apercevais son nom illuminer l'écran. Et chaque fois que je sentais cette petite piqûre, je me forçais à respirer, parce que je l'aimais. Parce que je pensais qu'être cool signifiait être choisi. Un vendredi soir, environ 1 an après le début de notre relation, j'ai organisé une rare soirée en amoureux. Pas d'ordinateur portable du travail, pas de course, pas de on fera quelque chose plus tard. J'ai fait des réservations. Je me suis bouclé les cheveux. J'ai porté la robe dont Daniel avait dit un jour qu'elle me donnait un air dangereux, dans le bon sens du terme. Nous étions sur le point de sortir quand son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran et son expression a changé immédiatement, comme si son corps le savait avant son cerveau. « C'est Leia » a-t-il dit.
Il a répondu sans me demander si ça me dérangeait. Salut, a-t-il dit doucement, s'éloignant de moi comme si notre conversation pouvait contaminer la leur. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis resté près de la porte, mon sac à main à la main, écoutant sa voix devenir douce et apaisante. D'accord, respire. Reprends depuis le début. Puis, après quelques minutes, tu veux que je vienne te voir? J'ai senti ma gorge se serrer. Une pause. Puis Daniel m'a regardé et a articulé, je suis désolé. Et voilà, la soirée que j'avais construite comme un petit hôtel à notre relation est devenue facultative. Il a couvert le micro et a dit, elle fait une crise de panique. Je vais prendre un café avec elle juste pour la calmer. On dînera demain. Promis. Je l'ai fixé, non pas parce que je ne croyais pas que les crises de panique étaient réelles, mais parce que je sentais le schéma se refermer sur ma vie comme un filet lent. Tu es sûr? Ai-je demandé, la voix trop calme. Daniel m'a rapidement embrassé sur le front, comme pour cocher une case. Tu es incroyable. Je me rattraperai. Puis il est parti. Je suis resté debout près de la porte longtemps après qu'elle se soit refermée, mes talons toujours aux pieds. L'heure de ma réservation avançant sans moi. Plus tard ce soir-là, mon ami Marcus a appelé. Marcus et moi travaillions ensemble. C'était un de ses collègues qui deviennent des amis parce qu'ils ne vous laissent pas vous cacher derrière le professionnalisme. Il remarquait les choses. Ça va, a-t-il demandé. Oui, ai-je menti. Parce que c'est ce que je faisais à l'époque. Juste, Daniel a eu un empêchement. Marcus n'a ni ri ni plaisanté. Il est resté silencieux un instant, comme s'il choisissait ses mots. Elena, a-t-il dit, ça arrive souvent que l'empêchement, ce soit son ex. J'ai hésité trop longtemps. Marcus a expiré. Ce n'est pas normal. Je n'essaie pas d'empoisonner votre relation, mais quand tu es avec quelqu'un, tu ne gardes pas une autre personne en attente comme ça. Daniel dit que je suis jalouse, ai-je avoué. Et le dire à voix haute le rendait plus petit, plus faible. Tu n'es pas jalouse, a dit Marcus catégoriquement. Tu remarques les choses. J'ai raccroché et j'ai essayé de ranger la conversation dans un tiroir de mon cerveau étiqueté « réflexion excessive ». Mais une semaine plus tard, ma sœur Sarah m'a acculé autour d'un café et m'a demandé pourquoi j'avais l'air fatigué de cette manière si spécifique. Fatigué comme quelqu'un qui perd sans cesse des batailles silencieuses. J'ai essayé de plaisanter. Sarah n'a pas ri. Il la garde près de lui, a-t-elle dit comme si c'était évident. Peut-être pour la validation, peut-être pour son ego. Peut-être parce qu'il aime savoir qu'il compte encore pour elle. Mais dans tous les cas, c'est toi qui en paie le prix. Je lui ai dit qu'elle était dure. Sarah s'est penchée en avant. Je suis honnête. Tu construis un avenir avec un homme qui a déjà un pied dans une relation passée. Et cette phrase m'a frappé plus fort que tout ce que Daniel avait jamais dit. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Je ne savais tout simplement pas encore quoi faire de cette vérité. Alors, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai attendu. J'ai continué à réduire mes besoins jusqu'à ce qu'ils tiennent entre les urgences de Leia. Et le plus effrayant, c'est à quel point il était devenu facile d'appeler ça de l'amour. Le troisième email est arrivé un jeudi matin, le genre de matin qui semble faussement ordinaire jusqu'à ce qu'il divise votre vie en deux. J'étais à mi-chemin de mon café quand mon manager a frappé à la cloison de mon bureau et m'a demandé si j'avais une minute. Son ton était professionnel, mais il y avait autre chose en dessous. La finalité. Nous nous sommes assis dans la petite salle de conférence aux parois de verre, celle que les gens évitaient habituellement parce qu'elle rendait les conversations difficiles publiques, même quand elles ne l'étaient pas. Il n'a pas perdu de temps. Elena, a-t-il dit en joignant les mains sur la table. Nous essayons de vous faire passer à un poste de direction internationale depuis 2 ans. Londres est prête à vous faire une nouvelle offre. Poste de chef d'équipe, salaire à 6 chiffres, projet stratégique. Mon pouce est accéléré. Puis il s'est penché en arrière. C'est la dernière fois. Les mots sont restés en suspens, lourds. Si vous refusez, nous avancerons avec d'autres candidats. L'entreprise a besoin de gens engagés dans les opportunités de croissance. Engagés? J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Je suis retourné à mon bureau dans un état second, le bruit du bureau se fondant en un bruit de fond statique.
Pendant 2 ans, je m'étais dit qu'il y aurait une autre chance, une autre offre, un autre moment où le timing s'alignerait comme par magie. C'était maintenant. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, déterminé à avoir une vraie conversation. Pas une conversation prudente, pas une conversation adoucie, mais une conversation claire. J'ai répété les mots dans le train. Je n'allais pas accuser. Je n'allais pas exploser. J'allais exposer des faits, des schémas, des limites. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, Daniel était déjà là, sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille. J'ai reconnu instantanément la cadence de sa voix, basse, apaisante, attentive. Non, non, a-t-il dit doucement. Tu n'es pas folle. N'importe qui se sentirait dépassé par ça. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte. Il a levé les yeux, m'a vu, et a levé un doigt en l'air. Donne-moi 1 minute. J'ai posé mon sac lentement et je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, mon manteau toujours sur moi. La pièce sentait légèrement les pâtes qu'il avait réchauffées pour le dîner. La télé était en sourdine, les sous-titres défilant à l'écran. Aucun de nous ne regardait. J'ai écouté. Je suis toujours là, a poursuivi Daniel au téléphone. Tu le sais, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive. Une pause. Tu peux compter sur moi. J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas choquant. Mais en l'entendant, assise là pendant que mon partenaire rassurait une autre femme de sa disponibilité constante, quelque chose s'est finalement mis en place. C'était ma vie. Ça allait toujours être ma vie. Daniel a terminé l'appel 10 minutes plus tard, souriant d'un air contrit en raccrochant. Désolé, a-t-il dit, elle a encore des problèmes avec son copain. Je n'ai pas répondu. Il a froncé les sourcils. Tout va bien? Je l'ai regardé et j'ai réalisé que j'en avais fini d'expliquer. Pas en colère, pas hystérique, juste fini. J'ai pensé à la première offre de Londres, à la seconde, aux week-ends annulés, aux dîners mangés seuls, aux conversations que j'avais édulcorées jusqu'à ce qu'elles ne ressemblent presque plus à la vérité. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais attendu qu'il nous choisisse sans que j'aie à le supplier. Et j'ai compris avec une clarté absolue qu'il ne le ferait jamais. Pas parce qu'il était méchant, pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il n'avait pas à le faire. Alors je ne lui ai pas parlé de l'offre finale ce soir-là. Je ne lui en ai pas parlé le lendemain matin non plus. Au lieu de ça, je suis allé au travail, j'ai fermé la porte de mon bureau et j'ai appelé mon manager. J'accepte, ai-je dit. Il y a eu un bref silence au bout du fil, puis du soulagement. Bien, a-t-il répondu. Je vais demander au RH d'envoyer les papiers. J'ai raccroché et je suis resté assise là, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de quelque chose de dangereusement proche de la paix. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais éveillé. Au cours des jours suivants, j'ai agi discrètement, j'ai mis à jour mon passeport, j'ai fait des recherches sur les exigences de visa, j'ai lu des articles sur les quartiers de Londres tard dans la nuit pendant que Daniel dormait à côté de moi. L'entreprise m'a donné 6 semaines. 6 semaines pour démêler ma vie. Et pendant ces 6 semaines, j'ai cessé d'essayer de me convaincre que les choses n'étaient pas aussi graves qu'elles le paraissaient. J'ai commencé à faire attention, vraiment attention. Léa lui envoyait des textos tous les matins. Il répondait avec des cœurs et des surnoms affectueux. Elle appelait au moins 4 fois par semaine, souvent quand nous étions ensemble. Il répondait toujours. Une fois, quand je l'ai mentionné, il a soupiré. Tu es un peu collante ces derniers temps, a-t-il dit. Léa apprécie que je sois un bon ami. Peut-être que tu devrais apprendre ce que ça veut dire. Je n'ai pas discuté. 2 semaines plus tard, nous devions assister à la fête de fin d'année de mon entreprise. Une grande fête. La haute direction. Une véritable occasion d'être vu, surtout avec Londres à l'horizon. J'en parlais depuis des semaines. Ce matin-là, Léa a appelé en larmes. Son petit ami l'avait confronté au sujet de ses conversations constantes avec Daniel. Il avait menacé de rompre avec elle. Elle avait besoin d'aide pour savoir quoi dire. Daniel m'a regardé et a dit, « Je suis désolé, chérie. Je dois l'aider. C'est une urgence. » Je l'ai fixé. Alors, sa crise de couple est plus importante que de me soutenir à mon événement professionnel. Ai-je demandé.
Il a secoué la tête. Ce n'est pas une question d'importance. C'est une question d'être là pour quelqu'un qui a besoin d'aide. Ce soir-là, je suis allé à la fête seul. J'ai dit aux gens que Daniel était malade. Je n'ai pas beaucoup bu. Je ne me suis pas attardé. Je me suis concentré. J'ai parlé à mes futurs collègues de Londres. J'ai écouté. J'ai posé des questions. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression d'attendre la permission de vivre ma vie. L'un des directeurs principaux m'a pris à part. Elena, a-t-il dit, nous comptons vraiment sur toi pour cette expansion, mais nous avons besoin de quelqu'un qui soit à fond. J'ai souri parce que je l'étais déjà. Pendant ce temps, Daniel a passé des heures avec Leia, l'aidant à rédiger des messages pour rassurer un autre homme qu'elle n'était pas émotionnellement impliquée avec son ex. Quand il est rentré à la maison, il a agi comme si de rien n'était. Comment était la fête? A-t-il demandé nonchalamment. Bien, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai dit. Une fois la décision prise, quelque chose en moi a changé. Pas bruyamment, pas de manière dramatique. Juste fermement. C'était comme si un interrupteur était passé de supporter à observer. Je n'ai pas dit à Daniel que j'avais accepté l'offre de Londres. Je n'ai pas fait d'allusion. Je n'ai rien laissé entendre. J'ai simplement laissé les semaines suivantes se dérouler pendant que j'observais son comportement sans le brouillard de l'espoir pour obscurcir mon jugement. Et ce que j'ai vu était pire que ce à quoi je m'attendais. Leia lui envoyait un bonjour tous les jours. Pas occasionnellement, pas en cas de crise. Chaque jour. Il répondait immédiatement, souvent avec des émojis cœur, parfois avec des messages comme « J'espère que tu passes une journée incroyable, chérie ». La première fois que j'ai posé une question prudente à ce sujet, il a à peine levé les yeux de son téléphone. « C'est juste notre façon de parler », a-t-il dit. Ne rends pas les choses bizarres. Bizarre, comme si c'était moi qui franchissais une ligne. Ces appels n'ont pas ralenti non plus. Au moins 4 fois par semaine. Généralement le soir, généralement quand j'étais à la maison. Il jetait un coup d'œil à l'écran et disait « Oh, c'est juste Leia. Elle a des problèmes avec son travail, son copain ou sa famille, tu sais. » Puis il disparaissait dans la chambre pendant 30 ou 45 minutes pendant que j'étais assise sur le canapé à regarder une série que nous étions censés regarder ensemble. Un soir, j'ai coupé le son de la télé et j'ai juste écouté. Pas pour espionner, juste pour comprendre. Sa voix à travers le mur était chaleureuse, engagée. La version de lui que je n'avais pas entendue s'adressait à moi depuis des mois. « Tu ne mérites pas de te sentir comme ça », lui a-t-il dit. « Je comprends pourquoi tu es contrarié. Tu as le droit de vouloir plus. » J'ai réalisé, assise là toute seule, qu'il lui parlait comme j'aurais aimé qu'il me parle. Et d'une manière ou d'une autre, on m'avait convaincu que le remarquer faisait de moi une personne peu sûre d'elle. Quelques jours plus tard, j'ai eu un appel vidéo avec ma nouvelle équipe de Londres. Daniel n'était pas à la maison. Devinez où il était? En train de déjeuner avec Leia. Elle voulait le remercier d'être un ami si extraordinaire et l'a emmené dans un endroit chic. Elle a posté des photos sur Instagram, lui riant, penché en avant, la regardant de la manière dont les gens regardent quelqu'un avec qui ils sont émotionnellement connectés. Les commentaires ont été immédiats. Vous êtes si mignons tous les deux. Quand est-ce que vous vous remettez ensemble? Elle a répondu avec des émojis rieurs et nous sommes juste amis. Mais elle n'a corrigé personne. N'a pas mentionné qu'elle sortait avec quelqu'un. N'a pas mentionné qu'il en faisait autant. C'est à ce moment-là que le mot s'est finalement formé dans mon esprit. Pas jalousie, pas insécurité. Infidélité émotionnelle. Même s'il ne l'appelait pas comme ça, même si elle ne le faisait pas. Elle recevait de lui une intimité de niveau au petit ami, et moi, une priorité de niveau au colocataire. J'ai vérifié mes emails ce soir-là. L'approbation de mon visa était arrivée. Vol réservé pour le vendredi suivant. Une visite d'appartement prévue à Canary Wharf. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé Daniel dormir à côté de moi, son téléphone face contre la table de nuit. Pendant 3 ans, je lui avais demandé de nous choisir. Il l'avait choisi à chaque fois, alors j'ai arrêté de demander. Ce soir, c'était le soir où je lui dirais. Leia devait venir dîner le lendemain. Elle traversait encore une mauvaise passe et avait besoin de soutien.
Daniel m'avait demandé si ça me dérangeait de cuisiner pour 3. J'ai souri et j'ai dit, bien sûr, pas de problème. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il pourrait cuisiner seul car à ce moment-là, je m'étais déjà choisi, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je l'ai dit à Daniel la veille de mon vol. Pas de manière dramatique, pas au milieu d'une dispute, pas comme une menace. J'ai attendu après le dîner, après que les assiettes aient été rincées et empilées sur l'égouttoir, après que l'appartement se soit installé dans ce bourdonnement silencieux qui me faisait autrefois me sentir en sécurité. Il faisait défiler son téléphone quand je l'ai dit. J'ai accepté le poste à Londres. Il n'a pas levé les yeux tout de suite. D'accord, a-t-il dit distraitement. Quand auras-tu une réponse? Je l'ai déjà eue, ai-je répondu. Je pars vendredi pour des visites d'appartement. Je déménage définitivement dans 3 semaines. Ça a attiré son attention. Il m'a regardé comme si je venais de parler dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Quoi? Je n'ai pas demandé. J'ai dit oui, ai-je répliqué, gardant ma voix stable. Daniel s'est redressé lentement. Depuis quand? Depuis que l'offre est arrivée, ai-je dit. C'était la 3e fois. Tu ne m'en as même pas parlé, a-t-il dit, incrédule. J'ai hoché la tête. De la même manière que tu ne m'as pas parlé du fait de prioriser le confort de Leia par rapport à ma carrière pendant 3 ans. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. C'est complètement différent, a-t-il finalement dit. Leia est mon amie. Elle avait besoin de soutien. Et je suis ta partenaire, ai-je dit. J'avais besoin que tu nous choisisses. Il a passé une main dans ses cheveux, arpentant la pièce maintenant. Tu fais sérieusement ce déménagement à cause d'elle? Non, ai-je répondu. Je fais ce déménagement à cause de moi. Il s'est arrêté. Alors quoi? C'est une sorte de punition? C'est une conséquence, ai-je dit, de choix qui n'étaient pas les miens. Ses yeux se sont remplis de larmes. Cela m'a surprise plus que sa colère ne l'aurait fait. J'aurais fixé des limites, a-t-il dit rapidement. Si tu avais juste dit à quel point c'était sérieux. Je l'ai fait, ai-je dit. Encore et encore. Tu m'as dit que j'étais jalouse, immature, contrôlante. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est ce que tu as dit, ai-je répliqué. Et ça m'a appris exactement où je me situais. Il s'est approché. On peut travailler là-dessus. Je vais parler à Leia. Je vais arranger ça. J'ai secoué la tête. Trop tard. Le mot semblait final parce qu'il l'était. Le lendemain matin, il m'a conduite à l'aéroport. Il a pleuré tout le trajet. Il n'arrêtait pas de demander si nous pouvions mettre la relation en pause jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai regardé par la fenêtre la ville pour laquelle je m'étais plié en 4 pendant 3 ans. Nous pouvons la mettre en pause de manière permanente, ai-je dit. J'en ai fini d'attendre que tu comprennes la loyauté de base. Il n'a pas répondu. Londres était tout ce dont j'avais besoin. L'appartement surplombait la Tamise. L'équipe était brillante, accueillante. La ville bourdonnait d'une sorte d'énergie qui me faisait me sentir de nouveau vivante. Pour la première fois depuis des années, ma vie ne semblait pas être en attente. Mais le vrai choc est venu un jour plus tard, alors que j'étais à Londres, quand mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. 47 appels manqués, plus de 200 textos. Pas de Daniel, mais de ma sœur Sarah, de Marcus, d'une femme nommée Jessica, une des amies de Daniel. Appelle-moi maintenant. Tu dois savoir ce qui s'est passé. C'est de la folie. J'ai d'abord appelé Sarah. Elle n'a pas perdu de temps. Leia est passée à l'action, a-t-elle dit. Je me suis assise sur le bord du lit. Selon Jessica, qui l'a entendu directement de Daniel, Leia était venue le soir de mon départ pour l'aéroport. Elle avait apporté du vin, des fleurs, des cadeaux de remerciement pour être un ami si incroyable. Daniel était à vif après notre dispute, vulnérable, coupable. Elle lui a dit qu'elle avait toujours regretté leur rupture. Que le voir si loyal lui avait fait réaliser qu'il était celui qu'elle avait laissé filer. Que le contact constant n'était pas pour avoir du soutien. C'était pour rester proche jusqu'à ce que le moment soit venu. Puis elle l'a embrassé. Daniel s'est figé, a posé des questions sur son petit ami. Elle a ri, a dit qu'il était un substitut,
qu'elle avait toujours prévu de le quitter une fois que Daniel serait de nouveau disponible. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair pour lui. Leia n'avait pas été confuse, ni dans le besoin, ni impuissante. Elle avait été stratégique. Elle s'était positionnée comme son refuge émotionnel tout en sapant systématiquement notre relation. Chaque crise, chaque appel, chaque fois que Daniel l'avait choisi à ma place. Daniel l'a mise à la porte cette nuit-là, puis a passé des heures à m'appeler. Je n'ai pas répondu. Le temps qu'il réalise que je ne reviendrai pas, il était déjà trop tard. Parce que je n'étais pas parti en colère. J'étais parti avec clarté, et la clarté ne négocie pas. Je ne me suis pas senti vengé en apprenant ce que Leia avait fait. Je me sentais étrange, fatigué, comme quelqu'un qui est resté sous la pluie pendant des années, qui entre enfin à l'intérieur et ne réalise qu'alors à quel point il avait froid. Sarah m'a tout raconté par morceaux, comme si elle avait peur que tout dire d'un coup puisse me couper le souffle. Après que Daniel ait mis Leia à la porte cette nuit-là, elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas pleuré. Selon lui, elle l'a juste regardé fixement pendant un long moment, calme, presque ennuyée, et a dit « Je pensais que tu comprendrais plus tôt ». Cette phrase l'a hantée parce qu'elle signifiait qu'elle n'avait jamais douté du résultat. Elle avait simplement mal calculé le timing. Daniel a passé cette nuit à arpenter l'appartement que nous partagions, rejouant les 3 dernières années avec une clarté qu'il ne s'était jamais permise auparavant. Chaque urgence qui coïncidait commodément avec mes étapes importantes. Chaque nuit où elle avait besoin de lui exactement quand j'avais besoin de soutien. Chaque fois qu'il m'avait dit que je surréagissais tout en la rassurant qu'elle n'en demandait jamais trop. Il a finalement vu le schéma et il a finalement vu ce que ça lui avait coûté. Le temps qu'il contacte mon bureau le lendemain matin, espérant m'attraper avant mon vol, mon manager lui a dit que j'étais déjà hors du pays. C'est à ce moment-là que c'est devenu réel. Pas une tactique pour faire peur, pas un bluff, pas un geste dramatique. J'étais parti. Sarah a dit que Daniel s'est rendu chez elle plus tard ce jour-là, les yeux rouges, les mains tremblantes, demandant si elle avait mes coordonnées à Londres. Il a supplié, m'a dit Sarah. Il a dit qu'il avait besoin de s'excuser, d'expliquer, de te dire qu'il avait enfin compris. J'ai fermé les yeux et j'ai demandé, et je lui ai dit la vérité, a dit Sarah. Que tu as passé 3 ans à expliquer et qu'il n'a pas écouté jusqu'à ce que ça lui coûte quelque chose. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôtel avec vue sur la Tamise, j'ai finalement vérifié mon téléphone. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. J'ai envoyé un seul texto. Je suis en sécurité. Je travaille. J'ai besoin d'espace. C'était tout. Londres semblait surréaliste ces premiers jours. Pas d'une manière touristique, mais de la manière dont votre système nerveux ne sait pas comment se détendre lorsque la pression disparaît. J'attendais que la culpabilité frappe. Elle n'est pas venue. Ce qui est venu à la place, c'est le soulagement. Profond, silencieux, indéniable. J'ai signé le bail de l'appartement à Canary Wharf sans hésiter. J'ai rencontré ma nouvelle équipe en personne, je me suis promené le long de la rivière la nuit, les lumières de la ville se reflétant dans l'eau, et j'ai réalisé que je n'étais plus sur mes gardes. Pas d'appel à gérer, pas d'émotion à réguler, pas de compétition à laquelle je n'avais jamais accepté de participer. Quelques jours plus tard, je suis retourné à Chicago pour emballer mes affaires et tout régler. Un dernier passage dans les pièces qui avaient autrefois semblé être un avenir partagé. Daniel attendait devant l'appartement. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, comme quelqu'un qui retenait sa respiration et ne s'en était rendu compte que lorsque ça faisait mal. Je sais que je ne le mérite pas, a-t-il dit, la voix brisée. Mais pouvons-nous parler? J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé, le même canapé où je l'avais regardé choisir quelqu'un d'autre encore et encore. Je ne l'ai pas vu, a-t-il dit. Je pensais que j'étais loyal envers une amie. Je pensais que tu me demandais de renoncer à quelque chose. C'était le cas, ai-je dit. Tu n'as simplement pas réalisé que c'était moi. Il a tressailli. Je comprends maintenant, a-t-il dit. Vraiment. Je l'ai cru. C'était la tragédie de la situation. Une compréhension qui arrive trop tard ne change pas les dégâts. Elle ne fait que les expliquer. Je ne suis pas en colère, lui ai-je dit. Mais j'en ai fini. Il a demandé si nous pouvions essayer à distance, s'il pouvait venir à Londres, s'il y avait un moyen de réparer ça.
Je lui ai dit la vérité. Je ne veux pas reconstruire quelque chose qui m'obligeait à disparaître pour survivre. Il a pleuré. Je ne l'ai pas fait, car à ce moment-là, le plus dur était déjà passé. Je ne partais pas pour lui donner une leçon. Je partais parce que j'avais enfin appris la mienne. 3 semaines plus tard, ma vie tenait dans 6 valises et un bagage à main. Je me tenais dans l'appartement qui avait autrefois semblé être un avenir partagé et qui ressemblait maintenant à un musée des compromis que j'avais dépassés. Les murs étaient nus. L'écho était plus fort que ce à quoi je m'attendais. J'ai traversé chaque pièce lentement, non pas par sentimentalité, mais parce que je m'assurais de ne laisser aucune version de moi-même derrière. Daniel m'a aidé à porter les cartons jusqu'à la voiture. Il n'a pas essayé de me toucher cette fois, n'a pas essayé de persuader, n'a pas argumenté. Rien que ça m'a montré à quel point les choses avaient changé. À l'aéroport, il a dit « J'aurais aimé le voir plus tôt ». Je sais, ai-je dit, et je le pensais. Londres n'a pas attendu que je rattrape mon retard. Elle exigeait ma présence. Le travail était stimulant d'une manière qui a rallumé mon cerveau. Des réunions où les gens écoutaient. Des projets où ma contribution comptait. Une équipe qui ne confondait pas mes limites avec de l'hostilité ni mon ambition avec de l'égoïsme. 6 mois plus tard, j'ai été promu ingénieur senior. 1 an plus tard, j'ai acheté l'appartement. Canary Wharf n'était pas donné, mais la vue sur la Tamise au lever du soleil valait chaque nuit passée à travailler tard. Certains matins, je me tenais près de la fenêtre, un café à la main, et je pensais à quel point j'étais passé près de ne jamais voir cette version de ma vie. Pendant ce temps, les retombées chez moi se sont déroulées exactement comme les conséquences le font habituellement, silencieusement et sans pitié. Léa a disparu de la vie de Daniel en quelques semaines. Une fois la poursuite terminée, une fois qu'il était réellement disponible, elle a perdu tout intérêt. Elle a annulé des rendez-vous, a mis plus de temps à répondre, et a finalement cessé de répondre du tout. Psychologie de la poursuite classique. Elle le voulait quand il était pris, pas quand il était libre. Daniel a sombré. Sans le chaos émotionnel à gérer, il n'avait rien pour le distraire de ce qu'il avait perdu. Son travail en a souffert. Ses amis l'ont remarqué. Il a essayé la thérapie. Trop tard et trop réactif, essayant de déballer une dynamique qu'il avait défendue pendant des années. Financièrement, les choses se sont resserrées. Nous partagions les coûts à parts égales lorsque nous vivions ensemble. Seul, il a eu du mal, à déménager dans plus petit, a fini par louer un endroit plus petit, plus loin de la ville. Il m'a contacté quelques fois, toujours respectueux, toujours prudent. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que rouvrir cette porte aurait signifié réintégrer une version de moi-même que je ne reconnaissais plus. 6 mois après mon déménagement, il a envoyé un long email. Il parlait de croissance, de prise de conscience, de la façon dont la thérapie l'avait aidé à comprendre son besoin de validation, de comment il voyait enfin à quel point il avait été injuste. Il m'a demandé si j'envisagerais de venir en visite juste pour parler. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai fermé l'email. 1 an plus tard, des amis communs m'ont dit qu'il était toujours célibataire, qu'il travaillait toujours sur lui-même, qu'il parlait toujours de celle qui est partie. Je ne me suis pas sentie suffisante. Je me suis sentie distante. Parce qu'une fois que vous arrêtez de vous battre pour être choisi, vous arrêtez aussi de compter les points. La chose la plus étrange était le peu de place que le passé occupait maintenant dans mon esprit. Je ne rejouais pas les disputes, ne rédigeais pas de réponses imaginaires, ne me demandais pas ce que j'aurais pu faire différemment. Ce chapitre était scellé, non pas avec amertume, mais avec compréhension. Et la compréhension est souvent la forme finale de la clôture.